Après, pour moi, c'est juste une sorte de prolongement de moi-même, quoi. Enfin, je me dis pas, ah tiens, est-ce qu'aujourd'hui je vais être Fuzzy ou je vais être Bastien? C'est c'est juste ce petit pas de côté qui le met en scène, qui me permet des fois de faire des trucs que j'oserais peut-être pas en tant que moi-même, quoi. Mais je pense peut-être comme n'importe qui monte sur scène, même s'il change pas de costume, il se passe ce truc-là, j'ai l'impression. De la musique, de la vidéo, un look ultra 70s et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a la chance de papoter avec My Name is Fuzzy. Bienvenue sur Papotage. Avant de commencer ce papotage avec Fuzzy, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Instagram et YouTube. Ça nous permet vraiment de vous proposer plus de contenu de qualité et de manière plus régulière surtout. Donc n'hésitez pas vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner. Et c'est parti pour ce papotage avec Fuzzy. Salut Fuzzy. Salut Marco. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ben, on parle beaucoup de toi actuellement dans l'actualité pour ta musique, tes projets solo. Tu as fait un projet aussi récemment en lien avec l'intelligence artificielle. Ouais. Mais avant tout ça, tu avais d'autres projets musicaux, ceux avec les Rambling Wheels. Ouais. Peut-être juste commencer par ça pour qu'on sache un peu ton parcours. Ouais, oui, les Rambling Wheels, c'était mon premier groupe, quoi, un groupe qu'on a créé en 2003 et qui a tourné jusqu'en 2019. Donc vraiment une aventure assez folle de plus de 15 ans avec des amis qui étaient presque, on va dire, des frères. Enfin, voilà, c'était vraiment on a vécu énormément de choses. On a fait, je sais pas, plus de 600 concerts. On a sorti 5-6 albums. On a voyagé. Enfin, ouais, une expérience vraiment incroyable. Ouais. Et du coup musique groupe, c'était plutôt rock à l'époque? Ouais, vraiment rock. On a eu des phases un peu autour des années 2010 comme ça, où c'était un peu plus disco rock. On était pas mal influencé par des groupes un peu comme les Klaxons, ce genre de trucs à l'époque, MGMT et tout ça. Et après, on est revenu à des choses plus brutes, plus rock. On a même fait un petit détour par des projets un peu unplugged. et voilà, donc ouais, c'était vraiment un terrain d'expérimentation super et des belles années. Ouais. Ouais. Ça, avec ton groupe, vous avez commencé à quel âge? Enfin, très jeune ou bien? Ouais, moi j'avais 19 ans, je crois, quand on a commencé. Après, ouais, les premiers concerts, je devais avoir 19-20 ans. Ouais. Waouh, ok. Mais j'étais le plus jeune, les autres sont à peine plus âgés. Mais... Ok, ouais. Et puis du coup après, pourquoi, enfin je sais pas si c'est indiscret, mais pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi vous avez… Parce qu'on s'est battu à la fin d'une répète et puis en fait j'ai gagné. C'est ce qui… Ouais. Puis du coup t'es resté… J'ai des séquelles encore. Non, en vrai, en fait, c'est vrai que pendant toutes ces années, en fait, à chaque projet, même quand un projet n'était pas terminé, on pensait déjà au suivant, on était tout le temps dans une espèce d'énergie comme ça, enfin vraiment on avait le feu en permanence et arrivé à un moment donné où en fait ce feu il commençait un peu à s'éteindre, on finissait un projet, on n'avait pas forcément l'idée du suivant, aussi les vies de certains commençaient un peu à changer et puis et j'avoue que moi aussi à ce moment-là j'avais aussi envie des fois d'aller voir ailleurs un peu, parce que c'est vrai que c'était incroyable, mais c'était très exclusif parce que en fait ça demandait ça, parce qu'en fait le groupe prenait tout notre temps, parce qu'on y investissait toute notre énergie. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ai dit peut-être j'aimerais bien faire un peu d'autres choses à un moment. Ouais. Et puis les autres ont décidé que soit on continuait tous, soit on continuait pas, quoi. Ouais. Et donc voilà, et du coup l'aventure s'est terminée, en tout cas pour l'instant. On n'a jamais dit non plus qu'on arrêtait définitivement, mais disons que faut qu'il y ait un jour une étincelle qui nous dise ah tiens là c'est le bon moment, on va refaire un truc. Ouais. Et je crois qu'on a arrêté justement à un moment super avant qu'il y ait quoi que ce soit du projet de trop ou de voilà donc. Puis tu dis quand vous enchaînez les projets, il y avait tout le temps des nouveaux trucs qui arrivaient. C'est parce qu'il y avait beaucoup de créativité et beaucoup d'inspiration, ou est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'il y a une pression de vouloir de devoir en fait sortir un album par année ou tous les 2 ans? Non, je crois que c'était vraiment l'inspiration. Vraiment. Alors après oui, des fois tu es un peu tenu de sortir des choses quand tu es dans une sorte d'actu. Enfin c'est normal. C'est-à-dire que oui, enfin tu sais. Mais nous c'était plutôt à chaque fois une idée amener l'autre, qui amenait l'autre, qui amenait l'autre. Donc en fait c'était que ouais, c'était vraiment cette envie à chaque fois de proposer, de tester. C'est vrai que on a fait aussi beaucoup de clips vidéo. C'était un peu l'époque aussi
où il y avait Okego qui faisait ses vidéos incroyables. Alors nous, on était un peu des micro Okego et du coup, on passait des temps fous à bricoler des clips qu'on avait. Enfin, donc il y avait ce truc-là et effectivement, on finit un album. Du coup, on a envie d'en faire un autre, d'une autre manière, enfin, etc., etc. Et donc effectivement, les projets s'enchaînaient de manière vraiment très très spontanée, quoi. Et vraiment, on avait la chance d'être tous très investis. Et ça, je crois que c'était assez dingue. Je me rends compte avec le recul que ça, c'est hyper précieux, quoi. Je veux dire, on était tous hyper impliqués et tous autant amusés par le fait de faire de la musique que de faire tout ce qu'il y avait autour. Et ça, c'est aussi important. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'a amené à faire de la musique autant sérieusement, dans le sens aller au-delà de simple hobby, puis de dire bon, on fait un groupe et puis le groupe ça devient un peu un truc professionnel et La poursuite de la fame. Ouais. Et puis Non, alors non, mais, je dis ça un peu en déconnant, mais je pense qu'il y a un petit truc comme ça quelque part au fond de moi, parce que c'est quand même une thématique qui revient plusieurs fois dans ma vie. Non mais donc, en tout cas, quand j'étais petit déjà, j'avais ce truc. Je faisais des concerts devant ma famille, j'hurlais sur ma famille pour qu'ils me demandent des autographes et qu'ils applaudissent à la fin des chansons, etc. Enfin, j'ai fait d'ailleurs un projet autour de ça plus tard, où je tournais un peu en dérision le culte de la célébrité, etc. Donc oui, je pense que j'ai toujours aimé, entre guillemets, me produire sur scène pour des gens, ce contact avec le public. Et c'est vrai que quand on a commencé le groupe, alors c'était complètement naïf, quoi. Enfin, je veux dire, on a juste. Enfin, moi, je venais de commencer la guitare, j'avais écrit 2 chansons. Je me suis dit, je vais faire un groupe. Enfin, en fait, il y a ce truc super de genre, quand tu as 18 ans, tu réfléchis pas du tout. Et du coup, il se trouve qu'assez vite, on a trouvé des concerts. Après, assez vite aussi, on a mis beaucoup d'énergie parce qu'on voulait jouer. Et donc, en fait, très vite, on a commencé à faire 20, 50 concerts par année, etc. Et puis, et les choses se sont enchaînées comme ça. Et donc, on a vu qu'effectivement, plus on faisait les choses, entre guillemets, sérieusement, dans le sens, je dis sérieusement, pas dans le ton, mais vraiment dans l'énergie qu'on y met, et qu'on y consacre, en fait, plus on met de l'énergie, plus il y a de retour, en fait. Et du coup, on est resté un peu sur cette lignée-là. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'aime faire des trucs, et j'aime faire des trucs avec des gens, j'aime partager après avec le public. Et donc, ouais, c'est un moteur qui s'auto-alimente, quoi. Ouais. Puis les dynamiques de groupe, c'est difficile à part ça, parce que vous étiez quoi, 4-5 dedans ? On était 4, ouais. Oui, bien sûr, c'est difficile. Après, là, encore une fois, je pense qu'on était quand même une bonne équipe, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y avait des fois des tensions, évidemment il y a eu des petits pétages de plomb, mais je crois de manière générale, il n'y avait pas trop d'ego, enfin pas de gros, je pense que le plus gros ego, peut-être avec le recul, c'était moi. Non, mais genre, je sais pas comment dire, on avait envie que le projet avance, alors des fois on avait évidemment on avait envie des fois qu'il se rapproche plus de ce qu'on avait envie soi-même, et c'est ça aussi, je pense, à un moment donné, qui m'a attiré vers l'envie de faire un projet, entre guillemets, solo, même si solo, c'est pas le bon terme pour les projets fuzzy, parce que vraiment, je travaille avec plein de gens pour réaliser les projets, mais disons qu'il y a un peu une vision au bout de laquelle je peux aller complètement. Et des fois, c'est vrai que c'était ça, peut-être des fois avec les Rambling Wheels, c'est que souvent, on pouvait peut-être avoir des visions un peu différentes, mais une fois qu'on se mettait d'accord, tout le monde fonçait à fond dans le truc, et ça, c'est quand même chouette, c'est quand tu peux partager ça avec d'autres personnes, c'est super. Et des fois, oui, c'est un peu pénible, enfin pénible, non, mais un peu frustrant, quand tout d'un coup, mais que ce soit moi ou d'autres, voulait absolument défendre un truc que les autres ne voyaient pas ou n'avaient pas envie de suivre, quoi. Petite pause sur ce papotage, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et ça nous fait vraiment plaisir, merci beaucoup. On a remarqué un petit truc, c'est que 80% d'entre vous qui regardez nos vidéos ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Le meilleur moyen de nous soutenir dans ce projet et de nous permettre de vous amener plus de contenu de manière plus régulière et de qualité, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Je vous invite vraiment à cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et du coup, je vous laisse dans ce nouveau papotage. Merci beaucoup à vous. Ouais, c'est soit l'énergie d'être à plusieurs puis de décupler les ressources, soit tu digères ton truc à fond tout seul, mais par contre c'est ça. Et puis c'est vrai qu'il y a un truc aussi, je trouve, c'est une thématique, moi, des fois, que je trouve intéressante, c'est que le côté démocratique et collégial dans l'art, je trouve intéressant, parce que je suis pas sûr que des fois il amène au meilleur choix, parce que évidemment en politique le consensus ça peut être intéressant pour entre guillemets avoir une société qui ressemble un peu à tout le monde, et des fois dans l'art c'est vrai que des fois je rêvais un peu d'un truc, de pouvoir aller au bout d'un truc sans devoir des comptes à personne, j'avoue.
Et puis, et en même temps, quand tu te retrouves dans cette position et que tu peux le faire, des fois tu dis, j'aimerais bien quand même pouvoir partager mes doutes, mes trucs avec d'autres. Et puis, enfin, donc voilà, on est dans cette schizophrénie de. Ouais. Et du coup, la politique, c'est pour toi ou pas? La politique. Ouais, vu qu'il y a besoin de collégialité, mais toi, t'aimes. Tu te dis faire de la politique, ouais, par exemple. Non, je crois que je pourrais jamais faire de politique parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est de savoir ce que pensent les gens et pourquoi ils pensent ça, souvent, plus que, honnêtement, réussir à décider ou à dire ça, c'est la bonne solution. Je crois que c'est pour ça, moi, je serais très très mauvais. D'ailleurs, j'ai du mal à décider en général. Je suis quelqu'un de très indécis depuis toujours. Et donc, je pense qu'en politique, justement, c'est plutôt le côté méta autour de la politique. Je trouve passionnant que la politique elle-même. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Bon, peut-être qu'on te verra un jour sur des grandes affiches en ville comme candidat. Comme candidat qui n'a pas d'idée, mais. Mais qui veut que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, vivre décemment d'art en Suisse, c'est possible? C'est le luxe. On est dans un lieu magnifique. Ouais. Non, oui, je pense que c'est possible. C'est évidemment pas facile, hein, mais c'est possible. Mais ça demande déjà de réussir, enfin, de vraiment réussir à comprendre aussi toute la partie, je dirais un peu, c'est pas du tout sexy ce que je vais raconter là, mais en vrai ça fait partie de ces réalités-là, de comprendre la partie un peu production et administrative autour de l'art en fait. Parce qu'en fait, en gros, on est un peu comme des indépendants. Et en fait, pour chaque projet qu'on fait, on doit aller chercher évidemment les lieux qui veulent les montrer, les gens avec qui les faire, mais aussi les financements en fait. Et donc du coup, je sais que les artistes qui tournent, qui réussissent à en vivre, eh ben, il y a en fait autour de ça toute une sorte de machine et de travail administratif qui est énorme et qu'évidemment on n'imagine pas quand on est juste en train d'écrire une chanson ou de peindre un tableau chez soi, quoi. Et alors c'est pas valable pour tous les artistes, hein, je pense, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Et en Suisse, même si ça reste évidemment des métiers précaires, etc., je pense que par rapport à d'autres pays, alors on n'a pas de statut d'artiste, je pense que c'est un des gros défauts, probablement, pas de vrai statut d'artiste, comme on pourrait avoir l'intermittence en France, etc. Par contre, on a quand même des subventions qui marchent relativement bien et qui permettent quand même à des projets d'exister. Alors, enfin voilà, c'est comme l'agriculture, quoi. Sinon, je pense qu'on aurait tous disparu, quoi. Donc, ouais, on posait la question parce que tu vois, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Il y a des moyens, on est d'accord. Mais c'est pas non plus là où on a le plus de moyens pour développer la culture. Enfin, tu sais que dès que tu veux faire quelque chose, il faut batailler, puis envoyer beaucoup de dossiers, puis beaucoup argumenter. Ouais. Et du coup, pour vivre en étant artiste en Suisse, il faut être plutôt touche à tout ou il faut plutôt se spécialiser sur un truc très particulier, avoir un créneau c'est une bonne question. Je pense que typiquement, je pense que si on fait qu'une seule chose, la Suisse c'est trop petit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on aura tourné dans les mêmes lieux, les gens nous auront beaucoup vus. Donc en fait, être entre guillemets spécialiste en Suisse, il n'y a pas de la place pour la niche entre guillemets. Donc après, effectivement, soit on se développe à l'étranger. Et du coup, ça permet de faire une chose très précise, mais de la développer, on va dire, sur plus de territoires. Soit effectivement, en Suisse, un peu multiplier les activités. Et c'est vrai que c'est un peu, sans le vouloir, je me suis rendu compte, c'est ce que j'ai fait un peu ces dernières années, en fait. Parce que j'ai commencé par faire plutôt mes projets d'installation musicale, expo, donc ça ouvrait un nouveau secteur. Mais après, j'avais envie de refaire du live, donc finalement, je suis revenu sur scène en mode concert, mais c'est d'autres lieux. Après, j'ai eu des projets plus théâtre, et en fait, il se trouve que du coup, en Suisse, en mélangeant tout ça, ça fait qu'il y a plein de projets en parallèle, et c'est cool. Mais disons que par exemple, si je prends juste les expos ou juste la musique, effectivement, je ne pourrais pas en vivre en faisant ça qu'en Suisse, quoi. Ouais. Puis du coup, toi, là, tu fais plein de choses différentes, tout le temps en lien avec l'art. Tu as une carrière, tu te dis où est-ce que tu vois un peu où est-ce que tu veux aller, ou d'année en année C'est que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans. C'est quoi votre objectif dans 5 ans, monsieur? Non, je vois pas trop, j'avoue, mais j'aime bien ça. C'est que vraiment, on parlait des Rambling Wheels avant, j'ai réalisé en le disant avant qu'en fait je continue de fonctionner exactement comme ça. C'est souvent quand je suis dans un projet, en fait ça m'inspire le suivant.
mais soit par opposition à celui que je suis en train de faire, ou soit parce qu'il se nourrit de ce qui se passe. Et donc, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'honnêtement, c'était à peu près il y a 5 ans où j'ai fait mon premier projet d'installation musicale. Donc c'était vraiment l'idée, j'étais arrivé à un moment où on avait arrêté les Ramblin' Wheels. Je commençais entre guillemets à faire des choses seul, mais j'avais aucune idée de la forme. Et j'étais là, je veux pas recommencer une carrière entre guillemets de sortir des albums, faire des tournées, etc. Ce qu'on avait fait pendant 15 ans qui était super, mais je voulais pas faire ça. Et à ce moment-là, j'étais là, ok, mais qu'est-ce que je fais? Je faisais mes petites chansons pop, un peu cheap, machin. Et je passais beaucoup de temps dans des expos, presque plus qu'à des concerts, dans des galeries, etc. Laetitia, ma compagne, avec qui on collabore beaucoup artistiquement aussi, elle venait de finir des études en muséologie, donc on était aussi beaucoup dans ce genre d'endroit. Et tout d'un coup, j'ai commencé à vraiment kiffer les dispositifs que je voyais dans les musées, des fois plus que les œuvres, c'était les dispositifs qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier projet qui s'appelait 74, où en fait chaque chanson était mise en scène par un petit dispositif. Et en fait, l'album, il existe ni en streaming, ni sur disque, il est visible que à travers cette exposition. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce projet, je me suis dit, pour moi, c'était le goal ultime, c'était de faire ce projet en fait. C'est dire, mais si j'arrive à réaliser ça, je suis trop heureux. Et en fait, ce projet, il s'est réalisé. Il m'a donné l'idée du suivant, etc. Et du coup, 5 ans plus tard, en fait, je me retrouve à avoir fait, je sais pas, genre un projet d'expo ou d'install par année, plus des spectacles au milieu, plus repris le live. Parce qu'en fait, après 3 ans, avoir fait que des installations, je me suis dit, mais j'ai écrit plein de chansons, mais je sais pas les jouer parce qu'elles sont que dans mes installations, donc je vais apprendre à les jouer. Et du coup, ça m'a donné l'envie de refaire du live. Et voilà. Et donc, ça se nourrit comme ça. Et donc, en fait, je pouvais pas du tout prévoir ce que je serais en train de faire maintenant. Et d'ailleurs, maintenant, je fais un truc très classique. Je sors un album, sauf que chose que j'avais plus envie de faire. Et du coup, finalement, c'est les choses qui m'ont donné envie de refaire un truc du genre. Et voilà. Donc non, pour revenir à la question, j'ai aucune idée dans 5 ans. D'ailleurs, quel type de projet va peut-être plus se développer que l'autre. Voilà, j'ai pas d'envie particulière, je tire le fil, quoi. Tu te laisses un peu porter. Ouais. C'est hyper organique en fait. En fonction de ce qui se passe, ça donne des idées, de se dire ça fonctionne, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ouais, c'est ça. Et j'essaie vraiment d'avoir... je sais pas comment dire. Une fois on discutait, alors c'est pas pour critiquer le monde du théâtre, non mais je me souviens qu'une fois il y avait un peu ce truc de genre, quand tu as une compagnie de théâtre par exemple, tu fais une création par année, et il y avait un peu la blague, je sais plus qui racontait ça, que genre tu as une période de l'année où dans les bibliothèques tu as tous les metteuses en scène qui sont là à chercher l'idée de leur prochaine pièce. Un peu comme si justement fallait faire un truc par année, et puis voilà. Et ça, alors je dis ça et en même temps j'ai quasi ce rythme là aussi. Mais j'essaye surtout pas de me dire « Ah, c'est quoi la création de l'année prochaine ?» Ça, je me dis jamais ça, en fait. Je me dis plutôt « Ah, j'ai envie de faire ce projet. » Et tout d'un coup, en fait, c'est un peu comme s'il y avait plein de choses dans l'air qui flottent toujours. Il y a ce projet-là qui a un peu cette forme. Il y a l'idée de faire un truc, je dis n'importe quoi, effectivement, avec l'intelligence artificielle. Il y a cette idée de faire un truc avec le public qui serait hyper participatif. Et tout d'un coup, je rencontre une personne ou un lieu où quelqu'un m'appelle, me dit « Ah ouais, en fait, est-ce que ça t'intéresserait de faire un truc dans tel cadre ?» Et boum, 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 j'assemble un peu des pièces de puzzle et ça crée un nouveau projet. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là, effectivement, où j'essaie de garder le max de spontanéité. Alors, des fois, effectivement, il y a un côté plus fatigant parce que les projets, ils se créent souvent presque à la dernière minute, mais ils se créent parce qu'il y a l'occasion et tout d'un coup, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, il n'y a pas la vision de se dire ah oui, pour 2027, je prévois un truc de tel genre, de telle taille, et je vais chercher tel type de lieu, en fait. Pour l'instant, c'est spontané. En Suisse, on parle souvent de sécurité. Ouais. Sécurité financière, sécurité à la retraite, etc. Toi, ça te fait quoi quand tu entends des gens parler de ça ? Mais moi, j'ai envie de mourir, mais j'ai envie de... non, mais... tu vois, typiquement, j'étais au mariage d'un ami, que je citerai pas. On me le dit non. Et en fait, son plus grand souhait, c'était d'arriver à la retraite pour faire un tour du monde en voilier. Et moi cette phrase, elle m'a vraiment fait un trou dans le cœur, parce que j'étais là, mais pourquoi attendre la retraite pour faire un tour... Enfin, pourquoi attendre la retraite pour réaliser un rêve ? Alors je sais pas, après ça peut être... Peut-être que les gens voient un point de mire et c'est super parce
ça crée un but, ou etc. Mais disons que ouais, moi, le truc de s'assurer des choses pour plus tard, alors peut-être je vais le regretter, hein, probablement, enfin, quand je serai vieux, je serai sûrement très pauvre, et, et voilà, mais en même temps, je trouverai probablement quoi faire de ça, je sais pas, mais je crois que, non, effectivement, ce qui me... ouais, le côté de la sécurité, de savoir ce qui va arriver, ça m'intéresse pas trop. Après, je suis quand même très cartésien à court terme, parce que je suis obligé, enfin, les projets, ils demandent quand même d'être organisés, d'avoir un peu de vision, etc. Donc je suis bordélique dans mon organisation, mais je suis quand même organisé. Mais c'est vrai que ce côté suisse, comme tu disais, très sécuritaire aussi, c'est fou. Et ça, on le remarque, on habite à temps partiel à Berlin aussi. Et c'est vrai qu'on prend souvent cet exemple. À Berlin, en fait, tu peux passer une soirée, même plus de temps, avec des gens que tu rencontres, et sans jamais te demander ce que tu fais dans la vie, en fait. Les gens se définissent pas du tout par ça. Et ça, c'est incroyable. En Suisse, je pense que c'est la deuxième question. Et après, si tu réponds, tu travailles dans l'art, on dit, mais t'arrives à en vivre, c'est la troisième. Mais je peux comprendre, puis voilà, c'est culturel, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi on est tant attaché. Et donc, du coup, quand tu dis que tu arrives à vivre de ton art, ça crée un truc, du coup... soit il y a de la curiosité, il y a de l'admiration, il y a du soupçon. Tu dis, mais attends, c'est-à-dire quoi? Attends, des subventions? Alors non, mais c'est drôle, quoi. Il y a ce truc, alors qu'ailleurs, en fait, on s'en fout beaucoup plus parce que tout le monde fait un peu des trucs comme il peut. Et en fait, finalement, l'activité soit principale ou le reste, c'est secondaire, quoi. Et du coup, toi, il n'y a pas tu t'as parlé un petit peu de recherche de fame sur le ton de la rigolade. On voit que en Suisse, c'est pas là où on peut potentiellement facilement gagner beaucoup d'argent, donc voilà. C'est quoi ton besoin en lien avec l'art, avec le fait de créer? Est-ce qu'il y a un besoin viscéral, quelque chose bien? Ouais, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a vraiment l'art quand je le fais, l'art, j'adore. Non, mais par exemple, la musique, c'est me retrouver moi tout seul et pouvoir. Très récemment, j'ai développé un projet de musique beaucoup plus électronique, où c'est vraiment que des machines sans ordinateur. Tout est fait live, en fait. Donc c'est, entre guillemets, assez technique et très nouveau pour moi. Et j'ai jamais passé autant de temps de ma vie à faire de la musique. Je peux commencer sur ce truc et passer 6-8 heures d'affilée. Alors que, par exemple, avant, j'étais batteur, j'ai jamais vraiment beaucoup travaillé. Et du coup, il y a ça avec la musique, ça peut être à plein de niveaux. C'est ce moment de vraiment se plonger, d'un coup être ailleurs. Mais si j'étais plus manuel, ça pourrait être des choses plus de bricolage, de peinture. Enfin, il y a cet aspect-là un peu plus méditatif, etc. Et après, vraiment, pour moi, il y a ce truc d'avoir des idées et de les réaliser, en fait, de voir un truc et dire « Ah, ce serait trop marrant de proposer voilà, tel genre de truc. Et puis en fait, ce qui est génial, c'est quand tu te dis « Ah ouais, pourquoi pas ?» tu le fais. Et ça, après, moi, alors des fois, ça m'occupe trop, hein, mais après, du coup, ça occupe ma tête en permanence, quoi. Et je pense à comment on pourrait faire le truc. Et puis du coup, c'est vraiment ça qui m'anime énormément. Après, il y a les périodes moins marrantes, c'est vraiment, des fois, on va dire la réalisation concrète, parce que là, du coup, tu es plutôt face à des problèmes et tous les rêves s'effondrent et tout ça. Et c'est les phases, je dirais, les plus difficiles moralement, etc. Puis tu essaies toujours de te raccrocher à ce moment où tu as eu l'idée, où tu as eu la vision et que tu t'es dit que c'était cool de le faire. Tu essaies souvent de retrouver ce moment-là pour t'accrocher pendant toute la longue phase entre ton idée et quand c'est fini et que tu le présentes au public, quoi. Et je crois que ce sentiment-là aussi, à la fin, alors c'est de présenter le truc et d'avoir des retours, etc. Ça, c'est aussi c'est en même temps un soulagement et un moment super. Et je pense qu'après, tu recherches aussi un peu ça. Il y a peut-être un côté un peu addictif de se foutre bien dans la merde. Et puis après, de peut-être montrer un truc. Et des fois, il est cool. Des fois, il est moins réussi. Et du coup, tu repars sur le suivant. Ouais. Et toi, ce truc de créativité, je me suis toujours interrogé, je m'interroge tout le temps en fait, sur ça vient d'où en fait? Est-ce que c'est un truc qui vient, c'est culturel, c'est les parents, c'est... Comment on fait, pourquoi il y a des gens qui créent, qui arrivent à créer facilement ou difficilement, avec beaucoup d'efforts aussi? Mais tu vois, ça vient d'où? Tu arriverais à identifier toi? Ouais, c'est intéressant. Je sais pas trop, c'est vrai que moi je viens pas d'une famille d'artistes. Après,
mes parents sont créatifs à leur manière, dans le sens assez bricoleur, assez, enfin, il y a quand même des choses manuelles. Pourtant, moi, je suis pas du tout manuel, mais je sais pas. J'ai l'impression il y a un côté, en tout cas, quand j'étais petit aussi, j'arrivais facilement à être dans ma bulle, à être dans ma tête, à jouer tout seul beaucoup. Et je remarque que les périodes où justement je suis plus créatif, c'est quand j'ai vraiment le temps de m'ennuyer, de se perdre, enfin, ce truc-là en fait. Et je pense que justement ça revient peut-être, je pense que les gens par exemple sont trop préoccupés par leur retraite ou par leur sécurité, bah, fatalement je pense que je sais pas, ça fait peut-être aussi partie de ça, il y a un truc où on ne peut pas lâcher prise tout le temps, et donc en fait on n'accepte pas de s'ennuyer, ou on ne sait pas s'ennuyer, et donc du coup enfin, franchement c'est quand tu te perds que tout d'un coup tu vois un truc et ça te fait penser à quelque chose. Si t'es en permanence pris par autre chose dans ta tête, ou te dire ah non j'ai pas le temps, je peux pas, etc., ben, je pense que la créativité elle peut pas trop naître de là. Ouais. Après il y a des choses qui naissent des fois dans le... Ça contredit un peu ce que je viens de dire, mais par exemple, typiquement des périodes très chargées où je suis sur un projet, etc., c'est souvent là que j'ai hyper envie d'en faire un autre, alors que j'ai pas du tout le temps. Maintenant que je suis ah ouais, et puis en fait, donc, je sais pas, ce truc un peu mais je pense que c'est quand même dans des moments de relâchement, on dit les idées qui viennent quand on va aux toilettes, quand on est sous la douche, quand il y a un truc tout d'un coup, ouais. Ouais, c'est intéressant. Hein. Dans une des dernières vidéos qu'on a fait avec John Hout, le directeur artistique du Seigneur des Anneaux, il disait justement qu'en fait, le seul truc commun, alors le mot artiste, je sais que les artistes n'aiment pas le mot art et artiste, est-ce qu'on se définit comme artiste, mais il disait en fait le seul truc qui nous définit tous, c'est ce truc de prendre une décision puis d'aller créer un truc, alors que c'est pas du tout une décision rationnelle dans laquelle tu te mets dans un truc qui va t'amener quelque chose de concret. Ouais. Mais par contre, il y a un besoin viscéral de devoir aller explorer soit du dessin, soit de la musique, soit de la peinture. Puis c'était assez intéressant de voir ce point de vue-là, en fait, de sentir cet appel. Oui, c'est vrai que c'est pas définissable. Enfin, je sais pas pourquoi on aurait plus besoin que d'autres, mais moi j'ai aussi l'impression que c'est qu'il y a un jour où tu oses, enfin je sais pas, tu vas dans le truc, puis en fait tu remarques que tu as vraiment du plaisir, alors tu continues. Enfin, des fois c'est aussi très simple, quoi, c'est le plaisir que ça procure. Ouais. Puis du coup toi tu te définis plutôt dans la vidéo, dans la musique, dans la chanson, la musique, le son, bien, les deux? Ouais, un peu les deux, je pense que vraiment quand même, alors la vidéo, j'en ai fait beaucoup, mais on va dire en tant que prestataire, quoi, dans la réalisation vidéo, on a fait beaucoup de clips, beaucoup de vidéos dans le domaine culturel, etc. Et alors avec un aspect très créatif, mais toujours quand même pour des gens. C'est vrai que pour mes projets à moi, plus perso, j'ai fait quelques courts-métrages à l'époque, mais je dirais que c'est quand même toujours la musique qui est le point de départ, parce que c'est elle qui va définir le projet. Alors des fois les projets maintenant ils mélangent de plus en plus de choses, quoi. C'est des installations, il y a de la vidéo, il y a de l'électronique, et il y a toutes sortes de technologies, mais à la base c'est quand même toujours la musique qui est le point de départ et qui permet de dérouler le fil. Et du coup pour toi c'est quoi une bonne chanson? Ah ouais, je sais pas, juste une chanson qu'on a envie de réécouter. Ouais, je pense que c'est aussi simple que ça, je crois. Et des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, moi, j'adore. Enfin, moi, je me fais vraiment avoir des fois par des... Je suis assez sensible quand même aux chansons, hein, des fois un peu bêtes, un peu simples, des trucs un peu pop. Alors quand c'est vraiment trop pop, ultra léché, je pense que ça me touche moins. Mais des fois, des trucs très simples, enfin, les petits verres d'oreille, les petits trucs simples, je suis assez sensible à ça. Et, plus sensible à la musique elle-même, ou bien plutôt aux paroles ou Moi, je pense que je suis plus sensible à la proposition, au ton, enfin le truc de genre, c'est vraiment l'ensemble, quoi. Il y a un truc de l'identité, je crois. En fait, je pense qu'un ou une artiste va me séduire vraiment par son identité, l'identité qu'elle dégage à travers, ça peut être le texte ou la musique, mais effectivement, s'il n'y a que le texte, mais que la musique, j'accroche pas du tout, je pense que je vais pas réussir à rentrer dedans quand même. Des fois, il y a des artistes dont j'aime beaucoup le côté instrumental, mais des fois, les textes me parlent pas trop, et du coup... Donc souvent c'est plutôt l'ensemble. Ouais. Ouais.
C'est aussi un truc auquel je réfléchis souvent, parce que des fois tu dis la musique est top, les paroles c'est un peu, ça veut rien dire, c'est éclaté, mais vu que la musique est cool, ça passe quoi. Ouais, bah oui, mais c'est ça, je pense que des fois il y a le bon ratio, puis d'ailleurs il y a plein de titres, de tubes, où en fait quand on se met à écouter les paroles, c'est même pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est qu'on les comprend pas en fait. Ouais. Puis on réalise que tout ce temps en fait, c'était pas grave. Et en fait, ça veut dire que là, il y a un match parfait de gens. En fait, ça te fait oublier, t'es plus en train d'écouter ni ça, c'est juste une chanson et elle est cool, quoi. Ouais. Et c'est fou ce truc qui se mélange comme ça et qui devient un truc, tu sais, on a défini c'est une chanson quoi, mais en fait il y a plein de trucs qui font que c'est cool. Ouais, c'est clair. Et puis après, tu vois, et même dans la musique, parce que la musique c'est large, mais tu vois, les sons d'une époque à l'autre, ils changent tellement que du coup, moi je sais que j'ai eu une phase, par exemple, au tout début des Rolling Wheels, nous on était très années 60, on écoutait que des groupes des années 60, 70, enfin les Kings, tout ça. Et donc du coup, c'était impossible pour moi d'écouter une chanson des années 80. Je trouvais ça horrible. J'étais là, mais le son de la batterie, les synthés, je trouvais, les synthés, fallait pas m'en parler, tu vois. Et genre 20 ans plus tard, je fais que des trucs avec des boîtes à rythme, des synthés et tout ça. Et du coup, c'est drôle aussi comme il y a un truc très, très émotionnel ou très sociologique aussi de ton entourage. Enfin, tu vois, tes goûts qui se forment par rapport à comment tu veux te définir par rapport aux autres autour de toi à tel moment. Et puis, et c'est drôle parce que certaines personnes, avec le temps, leurs goûts musicaux se rétrécit ou leur champ de ce qu'ils peuvent aimer se rétrécit, et d'autres peut-être s'ouvrent. Enfin, ouais, ça aussi c'est intéressant. Ouais. Et du coup, toi, tu te définis comment ? Moi, j'essaye de rester le plus curieux possible. Vraiment, et j'ai besoin d'avoir des découvertes musicales, des coups de cœur, mais quand même je remarque en fait, c'est vraiment dur avec le temps d'avoir des claques autant fortes que quand on a 20 ans, quoi. Ça c'est vraiment... mais peut-être aussi parce que quand on a 20 ans, tout ce qu'on vit est plus nouveau, est plus intense, enfin tout est... Et donc forcément j'ai l'impression que la musique qu'on écoute à ces moments-là nous marque plus. Et donc, on va rester avec cette empreinte qui est très forte. Et donc, du coup, plus tard, c'est pas que nos vies sont moins intéressantes, mais elles ont moins de changements. On a moins de stimulation nouvelle permanente. Et du coup, même de la nouvelle musique, on va mettre plus de temps à la comprendre. Mais là, ces dernières années, justement, typiquement, la musique électronique, qui était un truc que j'écoutais pas du tout, que je comprenais pas, qui m'intéressait en fait pas. J'ai commencé à m'y intéresser plus et je suis trop content parce que tout d'un coup, t'arrives à 40 ans et d'un coup, t'as un nouveau, je sais pas comment dire, un nouveau champ de recherche qui s'ouvre et tu peux aller retourner diguer dans des trucs, découvrir des choses, et c'est super. Ouais. Et du coup, toi, tu utilises beaucoup l'intelligence artificielle dans tes créations. Pourquoi déjà ? Alors, je l'ai utilisé beaucoup. Je sais pas si je vais continuer à l'utiliser beaucoup, mais effectivement, alors, pour répondre à la question pourquoi, il y a eu deux choses. À la base, c'était de la curiosité et parce que j'avais un projet où en fait j'avais besoin de l'intelligence artificielle pour le réaliser. Et du coup, quand je parlais avant, tu vois, de ces idées qui des fois sont un peu en l'air et d'un coup tu les assembles, là, il y a clairement eu ça. Il y a 4 ans, on a créé la machine à tubes, qui est en fait du coup une installation qui écrit des chansons à ma place. C'était un peu l'idée d'une part, d'imaginer un double digital de moi, de savoir s'il pouvait imiter mon identité, s'il n'aurait pas d'identité. Enfin voilà, il y a des questions comme ça, un peu plus méta autour de la figure de l'artiste. Et il se trouve qu'au même moment, c'était un peu le début du boom de l'intelligence artificielle où elle était un peu plus accessible. Alors il n'y a pas encore ChatGPT, il fallait passer par des trucs un peu plus obscurs en termes de programmation, mais on pouvait déjà quand même faire écrire des textes, voilà. Et du coup, on a lancé ce projet en se disant, on va créer une machine avec les technologies qu'on peut utiliser qui va écrire des chansons à ma place. Alors c'était très très low-tech, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les outils qu'il y a maintenant. Enfin, un Suno, là, typiquement, où on rentre trois lignes de texte, on choisit un style et ça nous fait une chanson. Ouais. Ça n'existait pas du tout. Et déjà, à l'époque, on savait qu'on n'allait pas entrer en compétition avec des studios qui faisaient des systèmes hyper sophistiqués. Donc on est parti plutôt dans un truc un peu rétro-futuriste, assez DIY, où du coup,
sorte de robot qui chante. On a synthétisé ma voix, mais un peu de façon auto-tunée pour faire comme si elle chantait. Enfin, donc voilà, c'était très, très bricolé. Et moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là aussi avec l'intelligence artificielle, au-delà que ça permettait effectivement de générer du contenu qui n'existait pas, et donc on lui donnait des mélodies de mes chansons, elle en ressortait des qui ressemblaient, donc je m'auto-plagiais en fait. C'était drôle parce qu'à cette époque-là, on parlait même pas encore de genre, justement, ah mais est-ce que ça va remplacer les artistes ou pas en fait. C'était même avant ça parce que ouais, les gens l'utilisaient pas encore à ce point. Et moi, surtout, ce qui m'intéressait beaucoup à ce moment-là, c'est qu'en fait, elle était assez nulle, l'intelligence artificielle. C'était vraiment assez pété. Donc, quand on générait des images, c'était un peu déformé. Ma voix, ma synthèse de voix, j'ai une espèce d'accent entre belge et suisse-allemand. On ne sait pas trop parce que ça ne fonctionnait pas très bien. C'est un joli mix. C'est un joli mix, ça dit, oui. Et du coup, c'est ça qui m'amusait. Des textes qui sont assez nuls, assez plats, mais qui reflètent finalement un peu, je pense que voilà, l'image que l'IA se faisait d'un texte de chanson un peu lambda. Et en fait, tout ça, avec le temps, c'est hyper lissé. Donc c'est vrai que c'est pour ça que maintenant, l'intelligence artificielle m'intéresse un peu moins, parce qu'en fait, voilà, elle devient très parfaite, très performante, et voilà. Mais j'ai bien aimé l'expérimenter dans des projets où justement c'était un peu plus foireux. Puis tu penses quoi de... toi, en tant que musicien, en tant qu'artiste, tu penses quoi du fait que voilà, bon, on crée beaucoup il y a beaucoup de créateurs qui utilisent l'IA pour créer un maximum de contenu, notamment tu vois, sur Spotify, puis pour essayer de simplement gagner du fric, quoi. Enfin, il y a un peu ce débat, tu sais, maintenant. Ouais, bah après, enfin, je sais pas comment dire, enfin, disons que les plateformes, c'est un système qui est déjà de toute façon tellement un peu foireux. Et effectivement, c'était aussi un peu pour m'extraire de ça que j'avais envie d'imaginer des projets différents parce que j'avais pas envie de compter mes streams. J'avais pas envie d'être sur les réseaux à dire aux gens s'il vous plaît, prix-save mon morceau, ça aide les algorithmes. Enfin, voilà, je trouve qu'on est là, genre à être en train de je sais pas comment dire. Glorifier. Ouais, glorifier ou surtout supplier un peu les gens de nous suivre de ces manières-là. Et c'est dur hein, pour les artistes. Moi, ça, j'ai pas de solution. C'est vrai que exister dans le monde digital, c'est vraiment difficile. Et du coup, le fait qu'il y ait des gens qui aient des techniques pour s'en mettre plein les fouilles, enfin, moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Je le regrette, mais pas plus que le système en général, où de toute façon, je me dis qu'il y a bien un moment où, je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui va éclore, parce qu'en fait, c'est pas très intéressant. Mais je suis d'accord. voilà, après, par rapport au... Là, on parle vraiment financièrement, après, on peut parler de l'IA qui remplacerait potentiellement les artistes, c'est un autre sujet, quoi, mais pour le côté, effectivement, des morceaux créés, générés à fond pour que les plateformes elles-mêmes s'autofinancent, en fait, ça ne me surprend pas trop. Enfin, voilà, c'est le capitalisme son paroxysme. Et puis, ouais. Tu penses que les IA pourraient remplacer les artistes ? Non, je crois pas. Non, j'ai vraiment pas... Moi, je suis assez d'avis que... Alors, techniquement, oui, bien sûr. Enfin, l'IA peut complètement remplacer un artiste si on lui dit quoi faire. Elle peut le faire, quoi. Après, elle aura jamais... Enfin, jamais. On sait rien, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais, je veux dire, une IA, en tout cas, pour l'instant, elle ne peut pas avoir l'idée elle-même de faire un truc très original, parce qu'il y a ce truc quand même de... Enfin, comme l'IA, ça reste un système vraiment basé sur l'entraînement et les probabilités. C'est complètement probabiliste. Donc, en fait, ce qu'elle va te donner, c'est la réponse la plus probable. Donc en fait, je trouve qu'en tant qu'artiste, si on a peur d'être remplacé par une technologie qui donne des choses probables et on va dire médiocres, quoi, donc pile dans la moyenne, je pense que c'est nous qui devons nous remettre en question si on a peur de ça. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, je dis, dans la démarche artistique, parce que je comprends qu'il y a des métiers qui sont vraiment touchés, par exemple la photo ou ce genre de profession, ou l'illustration ou ou le graphisme gentiment, ou pour certaines choses simples, de plus en plus des entreprises vont faire appel à l'IA parce que ça va plus vite et ça coûte moins cher. Mais des fois je me dis, voilà, c'est aussi à tout le monde d'être plus exigeant, parce qu'effectivement si on se contente de choses très classiques et banales, que ce soit dans la communication, dans les... je pense, je sais pas, aux scénaristes par exemple, des séries qui ont peur d'être remplacées, peut-être si en fait on sortait un peu des formats et que les séries elles-mêmes en fait arrêtaient d'être formatées à la base, peut-être qu'effectivement il y aurait aussi une chance que l'IA ne puisse
pas entrer en compétition, quoi. Ouais. Mais c'est peut-être une vision un peu naïve. Non, non, mais c'est cool de se dire qu'effectivement, si on mise sur la créativité humaine et puis tu vois, le fait qu'une idée naisse de, je sais pas, une émotion, un truc, actuellement, on sait pas trop, mais apparemment, les machines n'ont pas encore d'émotion. Non, c'est ça. Et puis, en fait, chaque technologie, en fait, elle amène ailleurs. C'est-à-dire, si tout d'un coup, l'IA permet de faire exactement ce qu'on fait déjà, en fait, nous, on aura envie de faire autre chose. On va pas juste se dire, tant pis. Et puis, non, on va dire, l'IA, elle fait ça maintenant. Ok, je vais faire. Enfin, j'ai l'impression que naturellement, en tout cas, c'est ça qu'on devrait faire, quoi. Ouais. Et pas que en tant qu'artiste, je trouve. Il y a aussi, je trouve, des fois, le public qui a un peu une responsabilité là-dedans. Parce qu'effectivement, là, on nous offre tout sur un plateau des choix de contenu à fond. Mais en fait, on a aussi le pouvoir de décider ce qu'on regarde et de décider qu'en fait, si on en a marre que tout soit la même chose, en fait, il faut qu'on s'intéresse à d'autres trucs et qu'on montre qu'on est intéressé par d'autres choses, quoi. Et j'avais une question par rapport à ça, mais plus tard, mais bon, je la pose maintenant. Tu penses qu'on a une responsabilité d'aller sensibiliser les gens, tu vois, de les éduquer ou de leur dire faites gaffe parce que tu vois, si tu te... t'en parlais aussi un peu dans la table ronde que tu avais organisée au QKC. Ouais. Ou est-ce qu'en fait, c'est normal qu'il y ait une partie de la société qui s'intéresse, d'autres pas, et du coup, ouais, moi c'est vrai que je partageais un peu le truc de éduquer les gens. Sensibiliser. En tout cas, c'est vrai que moi, ça ne me ressemble pas trop de dire aux gens ce qu'ils devraient faire ou comment ils devraient penser, etc. Après, oui, des fois, j'aurais envie de souffler un peu, de dire allez, mais soyez un petit peu plus curieux, un peu plus exigeant. Mais ça, tu ne peux pas le forcer. Tu peux le forcer en proposant d'autres choses suffisamment bien, en fait, pour que tout d'un coup... c'est en ça, des fois, que je trouve intéressant dans la pop culture, c'est qu'il y a des trucs très mainstream qui sont complètement de la soupe et des trucs très mainstream qui sont hyper intéressants. Et même d'ailleurs, les plus gros artistes qui sont devenus très mainstream, à la base, ils avaient quand même quelque chose de différent de tous les autres pour qu'ils sortent du lot, en fait. Donc j'ai quand même un peu cette confiance dans le fait que le public, au bout d'un moment, on va quand même aller chercher quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, quelque chose qui nous sort de ce qu'on connaît, en fait. Donc... Et à chaque période, il y a eu, ces transitions de dire en fait, si à la télévision, on va plus aller au cinéma, etc. Puis en fait, finalement, le cinéma devient autre chose que la télévision. Et puis maintenant, en fait, Internet va remplacer la télévision. Du coup, la télévision, elle trouve un autre chemin. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut se réinventer régulièrement. Ouais. Quoi. Et toi, du coup, tu crées de la musique, des shows, tu crées plein de trucs. Est-ce que c'est uniquement pour ton kiff à toi personnel ou est-ce que c'est aussi dans l'objectif de transmettre des émotions ou quelque chose de particulier à quelqu'un, de susciter quelque chose auprès d'un public? En fait, c'est un peu les deux, mais je pense que déjà, il faut être son premier public, je pense. Alors, c'est toujours un peu particulier parce que, je sais pas, quand on pense à un projet ou à un truc, je me dis « Ah putain, ça me ferait trop marrer. Ça me ferait trop marrer de voir ça. » Donc déjà, t'es un peu fier de ton idée, donc t'es là, ok, je vais me calmer. Mais en même temps, il faut avoir ce truc parce que sinon, tu vas pas au bout de ton truc, tu vois. Et puis t'auras suffisamment de doutes plus tard pour au moins au tout début être très content de ton idée. Et donc t'as ce truc de genre, oui, ça doit te faire kiffer toi et surtout t'as envie de voir les gens kiffer là-dessus, si tout va bien. Et du coup, je pense que c'est ces deux choses qui créent cette impulsion, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand j'ai l'idée, je me dis « Ah ouais, moi, elle me fait marrer et j'ai envie de montrer ça aux gens. » Ou j'ai envie de voir comment des gens réagissent face à ça, quoi. Donc, et oui, moi, j'accorde aussi beaucoup d'importance. Enfin, je trouve que, alors, comme on dit, l'art, il peut être pour soi. Enfin, on peut très bien, effectivement, peindre seul dans son atelier, écrire des chansons qu'on fait écouter à personne et ça nous procure du bien et c'est super. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu ce truc à partir du moment où je me dis « Ok, ça va être quelque chose, entre guillemets, public », j'ai vraiment envie que ça puisse toucher les gens, quoi. Alors toucher, c'est pas forcément d'un point de vue hyper émotionnel, hein, ça peut toucher d'un point de vue surpris, amusé, de plein de manières, mais j'ai vraiment envie, j'ai pas envie de laisser les gens sur le côté, quoi. Ouais. De faire un truc
que moi j'ai kiffé à fond, mais qui est complètement cryptique, que de l'extérieur, dans lequel on n'arrive pas à rentrer. C'est vrai que j'aime bien trouver cet endroit entre un truc personnel, des fois peut-être un peu pointu ou spécifique, mais quand même que tous les publics, s'ils sont curieux, peuvent entrer dedans. Puis du coup, comment c'est perçu? Ça te stresse? Ça t'intéresse? Ou tu te dis, en fait, je le mets là, et puis si les gens ils aiment, tant mieux, s'ils aiment pas, tant pis. J'aimerais trop pouvoir dire ça. Parce qu'en vrai, non, oui, j'essaye de me dire ça, tu vois, parce que forcément, comme je disais avant, il y a toute la phase où tu doutes énormément, où là, c'est fini, tu te dis, mais jamais personne va venir voir cette merde. Tu vois, il y a ce truc-là. Donc oui, je suis très très tendu avant de montrer un truc, mais une fois qu'il a été montré une fois, après c'est égal. Ouais. En fait, si ça a été un échec, je suis en fait, c'est fait, et en fait, je suis trop content d'avoir abouti à un truc, et je suis surtout, dès qu'un truc est fait, je suis trop content de passer au suivant. Ouais. Donc j'ai ni cette nostalgie de la création, ni ce truc. Et souvent, en plus, c'est marrant parce que les projets, des fois, c'est pas tout de suite qui. Typiquement, la machine à tubes, quand on l'a montré à Neuchâtel, c'était pas un des projets qui a le plus. Les gens, ils étaient pas genre, waouh. Enfin, en fait, je sais pas à quoi s'attendaient les gens, mais je sentais presque une petite déception un peu. Ah ouais, on pensait que ce serait peut-être technologiquement plus fou, ou je sais pas, tu vois, peut-être un truc comme ça, parce que c'était le début de l'IA et les gens étaient hyper excités. Des fois, on m'a même dit, ouais, non, mais en fait, t'aurais dû travailler quand même avec les PFL ou faire un truc un peu plus. Parce que là, c'est un peu cheap. Puis moi, j'étais, ouais, bon, en même temps, c'est mon identité de faire les trucs comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que cette installation, en fait, c'est une de celles qui a le plus tourné par après, parce qu'en fait, ce qu'elle racontait en fait de notre regard sur l'IA, de tout ça en fait, dépassait finalement complètement le côté technique qui avait peut-être pas été vu les premières fois où on l'a montré, tu vois. Et donc elle a mis un peu de temps en fait entre guillemets à démarrer, et c'est presque 1 an après qu'elle a commencé de tourner, et tourner beaucoup, et les gens la voient, et du coup, donc ouais, il y a ce truc là aussi où faut. Le truc après, il appartient aux gens, il faut l'accepter, et des fois, tu es surpris comment ça évolue. Bon, c'est parce que c'est aussi pas simple d'entendre des avis qui sont peut-être négatifs. Après, chacun a un avis, ça peut plaire à certains et pas à d'autres. Bien sûr. Mais quand on bosse peut-être sur un projet pendant X nombre de semaines, de mois, et qu'on sort un truc, puis qu'on entend les premiers avis qui disent « c'est OK », ça peut être… Ouais, alors c'est marrant. Tu le vis mal, toi, ou bien tu… Non, je crois que ça va, mais aussi parce que franchement… En fait, au niveau où on fait des projets, là, en fait, en général, il n'y a que les gens qui aiment qui viennent te le dire. Donc tu sondes plutôt, quand un projet est moins bien, c'est que tu as un peu moins de gens qui viennent te dire que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas au stade où genre, du coup, tu te prends un shitstorm ou des haters sur les réseaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est des projets qui existent assez peu sur les réseaux, et de toute façon, j'ai pas du tout une communauté assez grande pour que ça attire des haters, tu vois. Donc il y a ce truc-là, c'est en demi-teinte quand c'est un échec, c'est que les gens, voilà, ils disent, c'était cool. Tu vois. Ouais. Et puis tu comprends que c'était pas si cool. Ouais. Mais voilà. Et c'est OK. Pourquoi tu as créé cet alter ego, tu le définis comme alter ego dans certaines de tes interviews, My Name is Fuzzy, pourquoi? Il est venu un peu par hasard, vraiment avec le premier projet d'expo, là, 74, où justement on avait imaginé différents dispositifs pour présenter les chansons. Puis en fait, il y avait quand même plusieurs dispositifs où il fallait quelqu'un qui incarne les chansons. Alors bon, ça paraît bête dit comme ça, mais je me suis quand même posé la question de, tiens, dès qu'il y avait un clip, est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était autre chose, ou je sais pas. Puis en fait, assez vite, je me suis auto-mis en scène dans mes propres chansons, assez classique, tu me diras, pour un chanteur. Mais du coup, il y a eu un truc, tout d'un coup, assez vite, je sais pas, qui s'est un peu stylisé comme ça. Et l'expo suivante, c'était Vedette 93, où là, justement, j'ai réinterprété des chansons que j'avais écrites quand j'avais 8 ans, que j'avais retrouvées sur une cassette. Et c'était ce concert où je me prenais vraiment pour une star devant ma famille. Et là, du coup, je me suis vraiment mis en scène en tant que vedette. Et donc, du coup, on a justement… toute l'expo, c'était un décor de chambre d'enfant. Et en fait, on mettait en scène mes chansons que j'avais écrites quand j'avais 8 ans, mais comme si c'était l'idole de l'enfant qui les chantait. Et donc, il y avait le papier peint à l'effigie de Fuzzy, il y avait un magazine, il y avait des posters, il y avait vraiment le culte de la célébrité x 1000.
Et là, du coup, Fuzzy, d'un coup, est devenu une sorte presque de marque, quoi, et de personnage. Après, pour moi, c'est juste une sorte de prolongement de moi-même, quoi. Enfin, je me dis pas, ah tiens, est-ce qu'aujourd'hui je vais être Fuzzy ou je vais être Bastien? C'est juste ce petit pas de côté qui le met en scène, qui me permet des fois de faire des trucs que j'oserais peut-être pas en tant que moi-même, quoi. Mais je pense peut-être comme n'importe qui monte sur scène, même s'il change pas de costume, il se passe ce truc-là, j'ai l'impression. Donc on performe, on rentre dans un autre truc. Ouais. Et du coup, Bastien Bron, dans les soupers de famille, c'est quelqu'un de différent ou est-ce qu'il y a un truc Non, je crois pas, franchement. Je crois pas, faudrait demander à d'autres gens. Non, mais je sais pas. Alors, oui, je pense que c'est drôle parce que j'ai des. Je pense que je suis de nature quand même assez joyeuse. J'ai des projets qui sont assez joyeux, plutôt drôles. Enfin, je sais que, voilà, ça, un projet qui dégage quand même pas mal de sympathie, de manière générale. Ça, je suis moins sûr que moi dans la vraie vie, j'en dégage autant forcément, tu vois. Enfin, des fois, je suis un peu plus renfermé ou un peu plus. Je suis pas forcément hyper social du premier abord, et donc du coup, à l'encontre de Fuzzy, qui est presque plutôt un peu genre. Un peu trop béat, quoi. Ouais. Mais c'est parce que je fantasme peut-être un truc que j'aimerais être, quoi. Peut-être plus facilement youpi la vie. Voilà, c'est peut-être la seule différence, mais sinon je crois pas que. Ouais. Tu penses que tu aimerais avoir un des traits de Fuzzy dans ton Bastien Bron? Ouais, Fuzzy, il a. En fait. Après, il y a Fuzzy, je sais pas, parce que des fois, il a quand même différents aspects, mais donc, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez cynique, d'assez stoïque, et Fuzzy, il est pas trop tout ça, quoi. Il est quand même plutôt. Alors, il y a de l'ironie, hein, mais il y a quand même un truc un peu plus léger, plus joyeux. Et alors, moi, j'ai pas un tempérament deep du tout, hein, mais voilà, je pense qu'il y a ce truc un peu. Où effectivement, ça fait du bien d'être comme ça, plus léger. On se demandait justement, tu vois, si cet alter ego, il permet de se cacher un petit peu, c'est derrière un masque, derrière un personnage, de dire, en fait, je suis détaché de ma présence sur scène et de qui je suis quand tu me croises en ville. Puis on se demandait aussi, est-ce que les gens en société, ils portent un masque, tu vois, on vit dans une société où tout va très vite, où tout le monde court dans tous les sens. Tu penses que les gens portent un masque en société ou bien Ouais, alors moi, j'imagine qu'on en porte plein en fait, parce que de nouveau, je sais pas. Déjà là, on n'est pas en train de parler la même chose, mais presque, que si on était à la table d'un café, parce qu'on sait qu'on est filmé et tout ça. La première fois qu'on s'est croisés, on s'est parlé différemment, on était un peu plus sérieux, on essayait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis si on va boire des bières après, on sera encore différent, quoi. Donc je pense que c'est même pas volontaire, mais je pense qu'effectivement, on adapte notre attitude à la situation en permanence. Et tant que t'as pas rencontré quelqu'un pendant je sais pas combien d'heures, c'est très dur de savoir vraiment. Non, mais c'est vrai que je pense pour les artistes, peut-être la question qui peut se poser aussi, c'est de savoir en fait justement si sur scène, c'est plutôt là qu'ils portent pas de masque. Aussi, je sais pas, enfin parce qu'il y a ce truc de justement un peu libérateur où comme on disait, c'est l'actose, ce que tu pourrais pas faire au fait autrement, et donc c'est peut-être là qu'en fait c'est en se costumant qu'on enlève le masque. Non, je sais pas. Ouais, c'est intéressant, c'est clair. Et ouais, c'est vrai que je reviens à Berlin dont on parlait avant, que je trouve aussi très, très inspirante parce que il y a des lieux, il y a pas mal de lieux où tu sens que les gens ils peuvent vraiment c'est un peu bateau de dire ça, mais être comme ils sont. En fait, il y a un truc vraiment où il y a des lieux avec beaucoup de liberté, et en fait, ça réunit plein de sortes de gens, que ce soit en termes d'âge, de classe, c'est très mélangé. Alors je pense que c'est aussi le propre des grandes villes, mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup, je trouve, d'espace de liberté où on se sent vraiment, entre guillemets, bien, et où on ose exprimer entre guillemets, ce qu'on a envie d'être en dehors de chez soi et d'un petit cercle, quoi. C'est compliqué, mais après c'est normal, on est dans une société, forcément on doit
y a un moment donné où tout le monde doit s'entendre. Donc, en fait, c'est Ouais. pour ça que c'est difficile Mhm. d'exprimer en permanence tout ça. Dans un de tes shows, là, tu mets en avant beaucoup, tu en parlais avant, là, tu mets beaucoup en avant le Bastien Bron enfant. Qu'est-ce qui te manque de ton enfance? Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque Euh, non, je suis pas très nostalgique de l'enfance. Franchement, j'ai passé une enfance très, très heureuse, très très cool, dans une famille super. Et justement aussi où on m'a, je crois, beaucoup donné confiance. Justement, quand je faisais des trucs, je crois que voilà, on m'a toujours bien soutenu, etc. Donc je pense que j'ai vraiment grandi dans un environnement très sain et qui m'a aussi peut-être justement permis d'oser faire des trucs après. Mhm. Donc je suis nostalgique, je crois, de rien. Je suis bien content de pouvoir, entre guillemets, poursuivre un petit peu ce truc-là, parce que je pense quand même, dans les choses que je fais, il y a quand même encore pas mal d'enfance, quoi. J'ai une idée, je vais faire un spectacle, c'est la même chose. Je vais mettre ce costume et puis je vais faire un truc devant des gens, c'est le même, c'est la continuité de ça, quoi. Donc, je crois que même si je disais avant que je suis un peu cynique et tout ça, et peut-être un peu plus stoïque, je crois que j'ai gardé quand même au fond de moi une part qui aime vraiment beaucoup s'amuser. Mhm. Tu arrives à facilement retrouver ou retourner un petit peu dans ton enfance, dans ton côté un peu enfant, ou bien... Ouais, mais alors, je sais pas si c'est le côté enfant, parce que le côté enfant, je sais pas si j'aurais pas à dire, j'ai vraiment aucun regret de plus être un enfant. Je sais pas comment dire. En fait, il y a des gens des fois qui disent ah ouais, c'était quand même trop cool quand on était gamin et puis on faisait ce qu'on voulait et tout ça. Ça va. Je crois que j'ai peut-être la chance d'avoir aussi dans ma vie assez de liberté et de pouvoir exprimer plein de choses et faire des projets et tout. Et donc je pense que l'état d'esprit, c'est pas que j'ai un état d'esprit d'enfant, c'est que je pense que je suis resté dans un truc où effectivement je fais en sorte de me laisser le plus de liberté, de choses joyeuses dans Mhm. mon Ouais, là, quotidien, quoi. tu vois, en parlant aussi avec d'autres artistes dans une autre vidéo, ils disaient en fait on devrait tous dessiner, on devrait tous chanter devant tout le monde, tout le temps. Ouais. On devrait tous plus... Puis en fait on perd ça parce que qu'en grandissant, que très souvent, que ce soit la culture de la famille ou de la ville dans laquelle on vit, on dit fais pas trop de bruit, dérange pas, ou non mais faut surtout pas te mettre devant trop de gens parce que tu vas avoir l'air bête. Ouais, ouais. Puis on perd en fait cette spontanéité en fait. Là, c'est clair, c'est sûr que à l'adolescence, en plus, il y a la gêne qui arrive, donc ça c'est horrible, et donc du coup, ça tue à peu près tout ce que tu aurais envie de faire parce que tu es gêné. Et du coup, si tu retrouves pas ça derrière, effectivement. Mais oui, c'est vrai que chanter, faire des activités créatives, c'est un truc qu'on fait très peu, entre guillemets, hors contexte, quoi. Je veux dire, qu'on fait assez peu en famille en général, quoi. C'est pas un truc, tu vas plutôt genre aller t'inscrire à une chorale, aller faire un truc, mais c'est vrai que ça disparaît. C'est assez culturel, je pense aussi, parce que je pense qu'il y a des familles qui chantent beaucoup. Ouais. Oui. Et puis typiquement, toi, tu as un style qui est très 60s, 70s. Est-ce que si tu pouvais vivre dans une autre époque, tu aurais bien voulu vivre dans une autre époque? Je crois pas. Non, encore une fois, en fait, moi, j'ai pas trop de nostalgie des époques que j'ai pas connues, ou même d'époques que j'ai connues. Maintenant, je peux quand même dire que j'ai connu des époques. Du coup. On est dans un âge où on peut ouais. Mais c'est vrai que j'ai vraiment aucune nostalgie. Moi, j'adore. Je trouve vraiment. J'aime m'intéresser à des époques, et puis effectivement, au début, c'était plutôt les années 60, 70, après il y a eu les années 80, même maintenant, je suis plutôt dans mon trip années 90, 2000, ce qui est drôle d'ailleurs, de revisiter des époques que tu as quand même déjà vécues, mais sous un autre regard. Et ça, je sais pas, ça m'inspire, je trouve marrant d'analyser les codes de ces époques, les artistes, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des trucs maintenant, et puis de se dire, en quoi c'est différent maintenant, ou qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant, ou je crois que je suis vraiment... surtout que... Alors oui, évidemment, je pense que, comme on disait avant, l'époque pour la musique, elle est peut-être compliquée, parce que tout est, en tout cas en ce moment, très digital, et que du coup, en fait, il y a un peu comme s'il n'y avait qu'une seule manière d'exister.
Et donc du coup tout le monde a l'impression que c'est hyper dur, mais en même temps ça n'a jamais été aussi facile de faire de la musique, ça n'a jamais été aussi facile de la diffuser. Enfin, je veux dire, moi je suis pas sûr que dans les années 60 on aurait eu l'occasion d'enregistrer même un seul 45 tours, tu vois. Il y avait peut-être, enfin, ils sont très rares les artistes qui avaient réussi à enregistrer un truc. Enfin, donc en vrai, je suis peut-être nostalgique de certaines périodes, enfin pas nostalgique mais un peu admiratif des périodes où il y a vraiment eu des mouvements. Mais ça, c'est peut-être avec le recul, tu vois, où tu te dis, ah, ce mouvement artistique-là, ça avait l'air trop bien. Mais peut-être qu'avec le recul, on se rendra compte que, je sais pas, nous, on faisait partie d'un truc où étant sur le moment, on se rendait pas compte, puis après coup, ils se diront, ah ouais, dans les années 2020, ils avaient trop de la chance parce que je sais pas quoi. Mais ils se diront sûrement ça, de toute façon, parce que tout le monde te dit toujours qu'ils avaient plus de chance avant, alors que je suis vraiment pas très sûr, quoi. Oui, il y a effectivement, peut-être qu'en fait, à l'époque, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un truc très particulier qui était en train de se passer. Puis qu'en fait, nous, on a. Ouais, mais heureusement, parce que si en permanence, t'es là en train de te dire ah, c'est incroyable, oh là là, oh, bah en fait, t'es pas trop focus sur ce que tu fais. C'est pas très spontané. Mais oui, après, je pense qu'effectivement, il y a eu quand même des périodes où la somme de nouveautés et de choses qui se sont passées était quand même plus. Était hyper importante, mais des fois, on ne les réalise pas sur le moment. Ouais. Puis du coup, elle raconte quoi, selon toi, l'esthétique des années 70-80, quand on découvre un peu ton univers ou Alors, je dirais qu'il y a un truc que j'aime bien vraiment ça va un peu des années 60 à 90, c'est la couleur. C'est quand même un truc qui a disparu quand même de nos vies depuis la fin des années 90. Et du coup, je pense que ça se voit un peu que j'aime bien les trucs colorés. Enfin, c'est vrai, tu regardes les photos d'époque, les voitures, les appartements. Je sais pas, il y avait de la couleur partout. C'était beau, quoi. Des fois, après, on peut discuter en termes de goût, évidemment. Hein, mais je trouve qu'il y avait un truc hyper vivant, quoi, et joyeux, quoi. Et c'est vrai que du coup, les années 2000 ont amené ce truc un peu plus noir et blanc, que je trouve un peu moins, voilà, qui moi me plaît moins. Là, je parle juste en termes de couleur. Mais il y a ça. Après, comme je dis maintenant, avec le recul, je suis intéressé à tellement d'époques différentes que je n'ai pas forcément une que je préfère. C'est du coup, tu vois, que je suis retourné dans les années 90. J'ai redécouvert des sons des années 90 qu'à l'époque, j'avais pas d'avis dessus vu que j'étais en plein dedans. Donc et tout d'un coup, avec le recul, c'est ça souvent. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu prends du recul, tu vois les choses autrement. Ok. mais du coup, c'est ça que j'aime bien en utilisant pas mal de choses rétro, c'est qu'en fait, on les utilise autrement avec un regard de maintenant et on les récupère. Et en fait, elles n'ont plus du tout la signification qu'elles avaient sur le moment, quoi. Ouais, effectivement. Et du coup, toi, juste par rapport à tout ce processus de création, de ce que tu mets devant, ce que tu proposes, ce que tu vends, tu t'éclates autant dans la création et dans la performance que typiquement dans la promotion? Ou est-ce qu'il y a une partie que tu n'aimes pas du tout, mais qui est quand même nécessaire? C'est ce que tu disais un petit peu tout au début de... Ouais, non, je crois que vraiment j'ai du plaisir à tous les étages, à toutes les étapes. Effectivement, il y a toujours en création des moments plus tendus où là, tu as un peu moins de plaisir, il faut serrer les dents, mais typiquement, c'est vrai que la promotion, c'est un truc, il y a beaucoup d'artistes qui en souffrent, beaucoup, genre qui se sentent obligés d'exister sur les réseaux, mais qui savent pas comment communiquer, enfin qui n'ont pas envie, donc en fait, ça c'est vrai que moi, par exemple, les réseaux, c'est un truc qui me fait beaucoup marrer. J'adore utiliser les réseaux, mais surtout quand je me sens pas du tout obligé de le faire. Et c'est là peut-être que du coup c'est aussi le plus marrant. Et du coup, en général, quand je publie des trucs, et je suis assez actif, c'est que j'ai des idées. En fait, j'ai une idée, elle me fait rire, je la mets, etc. Et des fois, le plus dur, c'est quand je me dis ah putain, il faut que je fasse de la promo pour ce concert-là, mais j'ai pas d'idée, mais il faut quand même que je fasse une story parce que. Et là, effectivement, c'est moins marrant en fait. Et il y a des phases, effectivement, quand on sort un album, etc., où il y a un peu des trucs de promo obligés, où ça, des fois, j'ai l'impression que ça casse ma créativité en termes de com, et d'autres trucs où je me réjouis de communiquer dessus juste parce que j'ai une idée bête et que j'ai trop envie de faire un reel pour ça, quoi. Ouais. Donc non, j'ai du plaisir à communiquer aussi, quoi. Ouais. Du coup, ton rapport avec les réseaux sociaux, c'est plutôt positif ou bien... Ouais, je pense que je passe trop de temps dessus, ça clairement, c'est une bonne addiction.
mais aussi en tant que scroller intempestif, quoi. mais oui, je sais pas comment dire, je trouve que c'est autant futile que passionnant, et en fait ça je trouve intéressant. On en revient aussi à finalement ce qu'on en fait soi, quoi, enfin notre responsabilité de quel contenu on choisit de regarder. Et des fois je me désabonne de certains trucs au bout d'un moment parce que je sens qu'ils m'ont trop ils m'ont trop pompé, et j'essaye de m'abonner à d'autres trucs. Enfin j'essaie aussi d'influencer, et ça les algorithmes ils sont tellement bêtes que ça marche quand même très vite. Tu peux très vite influencer en fait ce que tu vas voir en lui faisant croire certaines choses, quoi, en restant un peu plus longtemps sur un poste, un autre. Donc ouais, les réseaux j'aime bien. Ouais. Puis du coup, par rapport à tout ce que tu proposes, par rapport aussi aux réseaux sociaux qui prennent une place énorme dans notre vie, dans notre société, tu penses qu'on a, ou l'art, ou la musique, elle a une responsabilité envers les plus jeunes? Est-ce que c'est politique, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc ou est-ce que c'est vraiment là, on fait, c'est un travail, on propose quelque chose et puis… Tu dis en tant qu'artiste ou Ouais, l'art en général, ouais. Alors, je pense que l'art en général, pour certains, il est très politique, pour d'autres, il ne l'est pas forcément, on va dire, à la base. Mais je pense que de toute façon, l'art, c'est la société, c'est l'époque, quoi. Même si on n'est pas intéressé par l'art, il façonne complètement l'époque. À chaque fois, que ce soit de nouveau par les artistes du moment, même si on ne les écoute pas, ils sont là, les gros artistes de chaque époque, que ce soit en musique, au cinéma. Donc ouais, l'art crée l'époque, j'ai l'impression. Et par rapport à, tu disais, aux plus jeunes générations, en fait, c'est elles aussi qui trouvent leur chemin, qui décident, en fait. Et ça aussi, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut essayer de proposer tout ce qu'on veut. À la fin, c'est quand même le public qui va faire la différence. Et donc, si on va dire à des jeunes générations, écoutez pas cet artiste parce que gna gna, ça n'a aucun sens. Et du coup, s'ils veulent s'identifier à tel artiste et qu'en fait c'est super, ou qu'en fait c'est quelqu'un de très, très néfaste, néfaste ou nocif, ou je sais pas ce que mais je vais c'est-à-dire qu'à un moment donné on va passer par là, et puis c'est comme ça. Puis en fait je crois pas qu'on puisse trop avoir d'emprise, et tant mieux si on peut pas trop contrôler les gens, quoi. Ouais. Oui. Et puis nous on était venus te voir à ton event de lancement de l'album. Ouais. Merci. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Et après, on s'est dit, putain, il faut quand même assez un sacré courage, tu vois, pour présenter ton album devant des gens, parce que tu sais, on pourrait très bien se dire, on fait un album, on fait un cadre, on le met là, puis les gens après, ils en font ce qu'ils veulent. Et toi, en fait, tu as présenté ton album devant, je sais pas, une 50aine de personnes, tu l'as commenté. C'est flippant, ça, ou bien? C'était hyper flippant. Et tu l'as vécu Alors, c'était hyper flippant, mais je l'ai bien vécu. En fait, non, j'ai flippé juste avant parce que j'ai eu cette idée, parce que c'est vrai que je trouvais, comme l'album, il a un côté, c'est presque l'histoire autour de l'album qui est autant intéressante que les chansons elles-mêmes, en fait, vu que c'était pour boucler cette boucle de la machine qui a créé des chansons inspirées de moi, et nous on s'est réinspiré de chansons de la machine pour écrire cet album. Je trouvais intéressant de le commenter en quelque sorte, et j'avais vu d'ailleurs une ou deux autres écoutes commentées chez des disquaires, et je trouvais ça assez marrant, quoi. Ce truc de se réunir pour écouter un disque, en fait. Et sauf que quand c'est le sien, en fait, d'un coup, là, mais putain, mais qui suis-je pour réunir ces gens qui vont être là, se taire, écouter mon disque, et moi je parle, tu vois. Et du coup, il y avait, mais finalement, j'ai trouvé l'atmosphère hyper bienveillante. Et pas mal de gens m'ont dit, justement, je pense qu'ils avaient le même feeling que moi au début, de dire « Ah, ça va être cringe ». Et en fait, pas. Il y a quelques personnes qui m'ont dit quand même qu'eux n'avaient pas été tout à fait à l'aise du fait que… Ouais, peut-être un truc trop religieux, quoi, tu vois. Ok. Mais c'est ok, parce que moi, c'est vraiment de ça dont j'avais peur, et j'ai eu plutôt plein de gens qui m'ont dit l'inverse, de dire « Ah ouais, mais en fait, c'est des choses à refaire, c'est trop intéressant d'écouter un album dans ces conditions. » Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent être seuls au casque chez eux, et c'est sûr, tu vois. Mais là, il y a un truc marrant, et moi, j'encouragerais vraiment
beaucoup d'artistes à faire ça, parce que déjà, je sais pas, je trouve marrant de réunir les gens autour simplement d'une écoute. Ça se fait hein, déjà, hein, c'est pas du tout un concept qu'on a inventé là, mais et en fait, ça te force aussi à. Parce que moi, je suis très pudique des choses que je fais, et donc en fait, j'aime jamais faire écouter aux gens tant que c'est pas complètement fini. Typiquement, les concerts, ça va parce que je performe, je suis pas avec les gens, mais typiquement, s'il y a une expo ou une install, j'aime pas du tout traîner à côté pendant que les gens la regardent. Enfin, j'ai ce truc, je sais pas pourquoi, ça me gêne beaucoup. Et là, c'était une bonne thérapie, quoi. C'est-à-dire que du coup, fallait assumer mon truc, le défendre devant les gens et sans. Voilà. Là, il n'y avait pas d'artifice, il n'y avait rien autour, c'était juste. Voilà. C'était un cool moment, c'était top. Et tu avais l'air très à l'aise, donc. Ouais, finalement, les gens m'ont mis à l'aise, ouais. Magnifique, très bien. Du coup, My Name is Fuzzy est en concert le 14 mars. Oui. À la Casa Choc. Oui. Est-ce que tu veux donner est-ce qu'il y a des infos à donner? Ouais. Surtout, c'est qu'il y a, il y aura mon live là qu'on est en train de préparer à fond avec pas mal de bidouilles sur scène. Il y aura de la danse. Enfin, franchement, ça va être rigolo si on arrive à tout finir. Et surtout, il y a un line-up trop bien, c'est-à-dire qu'on a invité Claire en première partie. Claire, qui est une chanteuse, c'était la choriste de Philippe Catherine, à qui il a écrit un album, en fait. Un album qui est super, et donc elle fait la première partie, et je suis vraiment trop content qu'elle puisse être là. Et pour terminer la soirée, il y aura Bonne Nuit, qui est un duo de pop électronique français, bien vénère, et pour teuffer à la fin, ça va être vraiment bien. Donc voilà, bonne soirée. Ouais. Très bonne soirée. Nous on a écouté l'album, il est juste là et gros coup de cœur, donc bonne chance et puis beaucoup de plaisir pour cette soirée à la Casa Choc. Merci beaucoup. Merci Fuzzy. Merci de l'invite et bonne suite quoi. Ouais, merci beaucoup pour tout.